Bonjour à tous et merci d'avoir rejoint ce WebEx. Je suis Guillaume Mogan, je m'occupe de la partie pre-sales chez Elzo sur la partie Cisco. Et aujourd'hui, je vais vous parler pendant une petite trentaine de minutes de l'offre Umbrella. Un petit agenda pour commencer, pour débuter en douceur. Nous avons parlé de la partie vision, sécurité. Et ensuite, Umbrella, évidemment, et nous ferons un petit focus sur la partie licensing. La vision. Deux chiffres. Le premier chiffre, 89%. 89% des PME se feront attaquer d'ici 2022 par une attaque de sécurité avancée. Et ce qui est intéressant de retenir dans ce chiffre-là, c'est tout simplement que aujourd'hui, une PME n'est pas à l'abri d'une attaque de sécurité. Clairement, le discours qu'on pouvait avoir il y a quelques années en arrière en disant je suis une PME, oui, les pirates ne s'intéressent clairement pas à moi, ce chiffre-là prouve clairement que c'est faux. Alors, versus 76% des grandes entreprises, alors là, l'intérêt, c'est de dire que les PME se feront plus attaquer que les grandes entreprises, mais c'est vraiment l'idée de pouvoir dire aujourd'hui, clairement, plus personne n'est à l'abri d'une cyberattaque, pour faire simple. Une petite mise en opposition, 405 milliards d'euros en 2016, c'était le marché de la cybercriminalité dans le monde, et 409 milliards d'euros, c'était le budget français de l'État français sur cette même période. Et ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est clairement aujourd'hui le marché de la cybercriminalité permettrait de faire tourner un pays. Et ce budget-là, 4 ans auparavant, était de 100 milliards d'euros. Il a fait x4 en 4 ans. Clairement, le budget de l'État français n'a pas fait ce gap-là en 4 ans. C'est quelque chose qui est très porteur. Il y a beaucoup d'intérêt autour de la sécurité. Alors, évidemment, les attaques sont de plus en plus grosses. On a de plus en plus de dégâts. Et du coup, tout l'écosystème de protection du coup, sort de plus en plus d'offres. Et tout ça fait que le marché global de la cybercriminalité est en constante augmentation. Un petit point sur les architectures. Historiquement, nous avions des réseaux qui étaient dits centralisés. On avait notre site central qui hébergeait généralement toutes les applications métiers de l'entreprise, les mails, le RP, le CRM, etc. Du coup, si on avait des sites distants, ils étaient reliés en MPLS, voire en VPN, pour venir consommer la data qui se trouvait sur le site central. Et évidemment, les personnes qui étaient en mobilité venaient se connecter en VPN pour pouvoir venir consommer également cette data. Et pour pouvoir surfer sur Internet, de façon générale, il n'y avait qu'un seul point de sortie sur le site central, ce qui permettait d'avoir une centralisation de la sécurité, avoir un gros firewall de façon périmétrique, du coup avoir une seule politique unifiée d'accès à Internet pour tout le monde, etc. Aujourd'hui, on est dans un modèle un petit peu différent. Toutes les applications qu'on connaissait historiquement se cloudifient. Aujourd'hui, clairement, tous les acteurs software du marché commencent à proposer des versions SaaS ou IaaS de leurs offres. Et du coup, encourage fortement en général les administrateurs et puis tout simplement les clients à migrer sur ces offres-là. Du coup, le modèle devient un petit peu décentralisé. Et le modèle qu'on avait historiquement, à savoir avoir un seul point de sécurité, enfin un seul point d'accès à Internet, devient obsolète. Du coup, il faudrait augmenter les bandes passantes énormément sur le site central. Et du coup, faire le tour du monde pour pouvoir accéder à une ressource qui est accessible sur Internet directement, c'est de la perte de temps de façon générale à ce niveau-là. Donc, on se retrouve avec chaque site éventuellement distant, se retrouve à avoir un accès direct à Internet, l'utiliser pour pouvoir consommer ces datas. Alors, ça n'empêche pas qu'on a toujours les liens avec le headquarter, en MPLS, éventuellement en VPN, mais on va plutôt se diriger vers ce qu'on appelle le SD-WAN, plutôt que se baser sur des offres opérateurs qui sont quand même relativement coûteuses. Et du coup, nos clients en roaming, du coup, n'ont plus forcément besoin
de se connecter en VPN au site central pour pouvoir consommer ces datas non plus. Donc, tout ça fait qu'on a autant de points d'entrée sur Internet et autant de points à sécuriser. On entre dans une complexité de management, pouvoir avoir quelque chose d'unifié sur tous les sites, tous les points de remise, etc. Ça commence à devenir un petit peu compliqué. Un petit point aussi sur la transformation numérique. Donc, la partie infrastructure, je viens de l'aborder très simplement. Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est que de plus en plus d'applicatifs se retrouvent cloudifiés. Du coup, on a aussi un manque de contrôle sur cette partie applicative. On a de plus en plus également d'objets connectés. Ces objets connectés sont divers et variés. Ça va de la sonde de température à la caméra, en passant par la lumière, etc. Tout ça fait qu'on a des nouveaux objets qui sont consommateurs de data ou qui génèrent de la data, qui les envoient éventuellement sur site ou dans le cloud également. Et on a souvent un problème, c'est que ces produits-là ne sont pas forcément très bien suivis en termes de politique de mise à jour, etc. Aujourd'hui, qui met à jour sa caméra de vidéosurveillance, à partir du moment où elle est connectée sur le réseau, il y en a très très peu quand même, parce qu'on n'a pas forcément non plus les outils pour pouvoir le faire de façon simple. Donc, tous ces objets-là vont également donner, agrandir la surface d'attaque pour les pirates. De l'autre côté, on a aussi la complexité des attaques. Aujourd'hui, clairement, une attaque de phishing classique, l'attaque au président qu'on peut tous connaître, marche encore dans certains cas, mais on remarque clairement que les attaques sont de plus en plus complexes, de plus en plus ciblées également. Ça devient de plus en plus compliqué également de s'en prémunir avec des outils traditionnels. Et du coup, sur la partie utilisateur, tous nos utilisateurs se connectent de n'importe où sur le réseau avec n'importe quel type de device. Donc, perd clairement en termes de visibilité sur ce que l'utilisateur accède et d'où il accède et avec quel type de device il accède. Pour la partie Umbrella, comment ça va fonctionner? En fait, on va fonctionner sur le DNS. Ça va être la brique de base pour pouvoir faire fonctionner l'œuvre. Et on va retrouver autour de ça trois autres grands thèmes. La partie Secure Web Gateway, la partie Cloud Delivery Firewall et la partie CASB. On aura aussi une partie interactive avec d'autres produits éventuellement. Et évidemment, la partie purement réseau, ce avec quoi on va venir consommer la partie Umbrella, si je puis dire. Pourquoi utiliser le DNS dans la partie sécuritaire? Bah, déjà, qu'est-ce que le DNS? Donc, si on refait simple, aujourd'hui, le DNS, c'est simplement un outil qui va permettre de convertir un nom de domaine en une adresse IP. Pourquoi on a besoin de ce phénomène-là? Parce que du coup, aujourd'hui, tous les objets qui vont consommer de l'information sur Internet consomment que vont chercher l'information grâce à une adresse IP. Sauf que du coup, nous, en tant qu'humains, on a beaucoup plus de difficultés à retenir une suite de chiffres plutôt qu'un nom qui nous parlerait beaucoup plus. Donc, le DNS est clairement là pour pouvoir faire le lien entre quelque chose qui est retenable par l'humain et quelque chose qui est consommable par une machine. Et du coup, l'idée du DNS, c'est de pouvoir faire ce lien-là et mettre de la sécurité avec ce lien-là est très intéressant parce que ça fait partie du fondement d'Internet. Aujourd'hui, n'importe quel type de terminal va faire des requêtes DNS, quelle que soit l'architecture, qu'on soit sur un site central, qu'on soit sur un site distant, on va utiliser le DNS, et quel que soit l'OS derrière qui fera tourner le matériel, il fera des requêtes DNS. Donc, du coup, on est clairement agnostique au niveau matériel et au niveau software pour pouvoir être protégé. La base de la sécurisation via le DNS, ça va être basé sur la réputation du nom de domaine. Basiquement, on va avoir une réputation bonne et une réputation mauvaise. Évidemment, la réputation bonne, on va retourner l'adresse IP du site correspondant et on laissera passer l'utilisateur. Et évidemment, si jamais on essaye de consulter
un domaine avec une réputation mauvaise, on sera redirigé vers une page web disant attention, ce contenu est problématique au niveau sécuritaire, vous n'avez pas le droit d'y accéder. Donc ça, du coup, Umbrella va faire ce job de base-là. Évidemment, comme on se base sur la partie DNS, on va pouvoir faire aussi toute la partie catégorisation de sites, porno, alcool, drogue, peu importe, et du coup, éventuellement, fournir un accès épuré d'Internet à des utilisateurs. Mais la base du produit, c'est l'aspect sécuritaire. Ensuite, on a la partie qu'on va appeler proxy intelligent. Donc là, sur le schéma, ça va être la partie orange. En fait, il y a des domaines qu'on ne connaît pas parce que du coup, ils viennent d'être créés. On n'a pas assez de retours sur l'utilisation pour définir que c'est un site safe ou que c'est un site à bloquer. Donc, ce qu'on va appeler plus ou moins la zone grise. L'idée du proxy intelligent, c'est de pouvoir justement proxifier ce genre d'accès. Umbrella va utiliser la notion de DNS menteur et va retourner l'adresse IP de son propre data center et du coup renvoyer l'utilisateur dans un système de proxy. Et du coup, c'est le proxy qui va initialiser la communication avec le site distant. Pour l'utilisateur, ce sera transparent, mais ça aura un gros avantage, c'est que tout le contenu qui sera échangé entre l'utilisateur et le site distant sera analysé, vérifié. L'avantage de ça, c'est que si jamais le site distant fournit des objets malveillants via du JavaScript, peu importe, on va pouvoir contrôler ça et supprimer à la volée les informations qui seraient problématiques. Et du coup, on va venir éventuellement dégrader ou augmenter la note de réputation de ce domaine-là en fonction de ce qui se passe sur le réseau. Vous allez me dire, ça fonctionne très bien, seulement si on a des déchiffrements SSL, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez tous, plus de 50% du trafic Internet est passé en HTTPS. Donc oui, évidemment, Umbrella propose le déchiffrement SSL à la volée. Alors il faudra évidemment installer un certificat de sécurité sur l'intégralité des clients pour ne pas avoir de message d'erreur au niveau de l'utilisateur, comme quoi la connexion n'est pas sécurisée. Maintenant qu'on a vu la brique de base, on peut aller gratter un petit peu autour de la partie Secure Web Gateway. Qu'est-ce que va nous apporter cette offre-là? Eh bien, ça va être tout simplement une notion de full proxy. Précédemment, je vous l'ai dit, c'était ce qu'on appelait du proxy intelligent, donc on ne pouvait pas choisir le flux qu'on allait proxifier ou pas. Là, l'idée, c'est de pouvoir proxifier l'intégralité des flux pour pouvoir fournir une plus grande visibilité. Donc là, par exemple, on va savoir que l'utilisateur est allé sur facebook.com, mais qu'il est allé également sur facebook.com/jeu, par exemple. Donc on va aller voir au niveau URL directement, et on ne va pas se limiter à la notion du domaine. Ça va nous permettre également de fournir un contrôle beaucoup plus granulaire. On ne va pas seulement faire éventuellement un accès différencié juste sur un nom de domaine, j'autorise ou j'interdis Facebook, mais je vais pouvoir par exemple justement autoriser facebook.com mais interdire facebook.com/jeu. Évidemment, on a le déchiffrement SSL sur cette partie-là, et du coup, on va pouvoir récupérer la partie inspection de fichiers, et grâce à AMP, on va pouvoir envoyer ça éventuellement en sandboxing pour pouvoir vérifier que ce qui est téléchargé au travers de ce proxy-là n'est pas vérolé à ce niveau-là. Ce proxy va permettre également de pouvoir bloquer l'accès à certains types de fichiers. Par exemple, aujourd'hui, vous pourriez tout simplement interdire les utilisateurs à télécharger des .exe. Clairement, ça peut être source de problèmes. Donc là, on pourrait tout simplement faire une règle au niveau du proxy en interdisant l'accès à tous les fichiers .exe. La partie Cloud Delivery Firewall. Là, l'idée, c'est de pouvoir mettre une solution de firewalling directement dans le cloud. Aujourd'hui, on va se limiter au protocole Layer 3, Layer 4. Donc en gros,
On va pouvoir filtrer des IP spécifiques et des ports ou des plages de ports spécifiques. Dans une prochaine version, donc d'ici la fin de l'année, on verra apparaître le layer jusqu'au layer 7 pour pouvoir faire du filtrage par application à ce niveau-là. Là, l'idée, c'est de faire quelque chose qui va être du firewalling, tout simplement, mais qui ne va pas être basé sur forcément que la partie web. D'accord? Ça, c'est vraiment le rôle du Secure Web Gateway, le SWG. Lui, il va s'occuper de la partie web, mais du coup, la partie firewall va s'occuper de tout le reste des ports. Évidemment, pour pouvoir faire ce genre de filtrage-là, il faut que la partie réseau monte un tunnel VPN, donc IPsec, jusqu'au data center Umbrella pour que l'intégralité du trafic traverse Umbrella pour pouvoir être autorisé ou interdit à ce niveau-là. Et un point important également, là, ce n'est que du trafic sortant. Donc ça veut dire que c'est à l'initialisation de l'interne vers l'extérieur. D'accord? Si on ne peut pas filtrer du trafic qui serait à l'initiative de l'extérieur vers l'intérieur. Aujourd'hui, ce n'est pas possible sur Umbrella. Alors évidemment, tout ça tous ces produits-là vont fonctionner de concert. On a une première partie qui va venir autoriser un domaine ou pas. Donc si le domaine est reconnu comme étant malveillant, on droppera la connexion et ce sera fini. Si jamais il est autorisé, on passera dans le module de firewalling. Donc si c'est un port web autorisé, du coup on le renverra dans la passerelle Web Gateway. Si c'est du protocole, par exemple du port 21, du FTP, il passera en direct. Et évidemment, si on est dans la partie web, on va vérifier qu'on a accès, qu'on a le droit d'accéder à des sites spécifiques, voire des URL spécifiques. La partie CASB. Alors, aujourd'hui, Umbrella est capable de détecter à peu près 3500 applications. Il y en a parmi ces 3500, 25 à peu près qui sont flaguées à haut risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais on détecte ces applications sur le réseau, ça veut dire forcément qu'il y a un problème de sécurité sur le réseau. Après, l'idée de faire de la détection applicative, c'est de voir un petit peu ce qui se passe sur le réseau et éventuellement classifier ces applications-là. Alors évidemment, si on voit du WebEx passer et qu'on utilise WebEx, c'est tout à fait normal. D'accord? Donc là, du coup, on va passer ces applications-là en approuvé. Après, on va pouvoir éventuellement, tout simplement, dropper des applications qu'on ne souhaite pas voir transiter sur le réseau. Là, par exemple, si je prends le cas de Dropbox, on ne veut pas que les utilisateurs utilisent Dropbox. Je vais mettre Dropbox en tant qu'application non approuvée, et à ce moment-là, plus personne à l'intérieur de l'entreprise ne pourra utiliser Dropbox. Ça marche très bien. Le problème, c'est que aujourd'hui, Dropbox, par exemple, si on se contente de le bloquer, on risque de se passer de tout un écosystème que les éventuels clients et partenaires pourraient utiliser. Aujourd'hui, Dropbox n'est pas forcément un outil avec des problèmes de sécurité, donc l'interdire purement et simplement serait un petit peu dommageable. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir offrir la possibilité aux utilisateurs internes de télécharger des fichiers qui sont hébergés sur Dropbox, parce que nos clients et nos partenaires, justement, l'utilisent et utilisent ça pour pouvoir nous envoyer des fichiers. Mais pour éviter des fuites de données, interdire d'envoyer sur Dropbox. Donc ça, c'est possible grâce notamment à notre fameuse gestion des URL dans la partie SWG. Je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait spécifier certaines URL, interdire ou autoriser. Là, du coup, c'est clairement ce mécanisme-là qui sera mis en œuvre dans ce système-là. Donc, la partie CASB aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? Elle va clairement nous permettre, au niveau applicatif, d'avoir une visibilité sur le réseau et du coup, éventuellement remédier à certaines problématiques qu'on pourrait voir ou avoir. Sur la partie Interactive Threat Intel, donc là, du coup, j'ai pas forcément de slide sur le sujet, mais l'idée de ça, c'est de pouvoir avoir un outil
qui va permettre de communiquer avec des solutions tiers. Donc, c'est pas un outil qui sera à proprement parler en lien direct avec l'utilisateur, mais par exemple, dans le cas là, de phishing, ce serait notre outil de gestion de mail qui viendrait poser la question à Umbrella sur la réputation d'un domaine, sur la réputation d'une URL, etc. Et en fonction du retour d'Umbrella, pourrait prendre une décision de blacklister le mail ou pas. Voilà. Donc là, ça va être des interactions avec des produits tiers et ça se fera via cette partie-là. Et enfin, pour finir sur la partie Umbrella, la partie déploiement, aujourd'hui, toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées sont disponibles sur tous les produits Cisco, donc ISR, CSR, la partie SD-WAN évidemment, et la partie ASA. Donc ça, c'est dans les cas d'une infrastructure, on va dire, réseau. Pour les utilisateurs qui sont à distance, l'idée, c'est de pouvoir les protéger également, au même titre que s'ils étaient en interne dans l'entreprise. Donc là, du coup, ça va être le module AnyConnect qui va venir faire cette connexion avec le Cloud Umbrella. AnyConnect, lui, fonctionne uniquement sur la partie DNS et Secure Web Gateway. Aujourd'hui, AnyConnect ne fonctionne pas avec la partie Cloud Delivery Firewall. D'accord? C'est quelque chose qui est prévu en roadmap, mais pour l'instant, cette partie intégration avec la partie Firewall n'est pas le cas. Et après, on va avoir des produits qui fonctionnent uniquement aujourd'hui sur la couche DNS. La partie WLAN Controller, Mobility Express et Meraki, MR, c'est la partie, on va dire, c'est la partie uniquement Wi-Fi. Et du coup, elle est sur la partie guest. La partie guest, on n'a pas forcément besoin aujourd'hui d'avoir une politique de sécurité très avancée pour pouvoir chiffrer, en tout cas garantir la sécurité de nos guests. On va leur autoriser ou leur interdire certains sites. On va les protéger éventuellement de certains types d'accès potentiellement malveillants, mais on n'aura pas forcément besoin d'aller beaucoup plus loin. Donc, la partie DNS only suffira amplement pour cette partie guest-là. La partie Meraki MX, aujourd'hui c'est un firewall, il ne gérera pas donc la partie firewall dans le cloud pour l'instant, et n'intègre pas la partie SWG non plus, en tout cas pour l'instant. Et le dernier module, c'est la partie Security Connector for iOS, qui est un module qui va venir s'installer sur tous les produits iOS, qui va pouvoir venir en surcouche de la partie Apple, gérer les problématiques liées au DNS et donc du coup protéger directement l'applicatif. En termes de déploiement à proprement parler, comme je vous disais, c'était quelque chose qui se déploie sur la partie DNS, donc c'est clairement l'outil de sécurité qui se déploie le plus simplement possible. On a simplement besoin de changer les DNS de son entreprise par le 208, 267, 222, 222 par exemple, qui est un des deux DNS de Umbrella. On déclare l'adresse IP publique de notre entreprise et automatiquement, tous les utilisateurs qui sortiront avec cette adresse IP publique seront automatiquement protégés par les règles de sécurité mises en place par Umbrella. Après, évidemment, si on veut déployer des fonctionnalités Secure Web Gateway ou Firewall avancées, on est obligé de monter, là, pour le parti Firewall, un tunnel VPN entre l'infra et Umbrella, etc. Donc, ça complexifie un petit peu le déploiement. Mais pour pouvoir mettre en place un premier niveau de sécurité, de façon très simple, le changement de DNS est amplement suffisant. Un petit point sur les licences maintenant. Aujourd'hui, on a 3 niveaux de licence, donc DNS Security Essential, DNS Security Advantage et Secure Internet Gateway, Essential. Donc le premier niveau va se contenter de gérer toute la partie DNS, d'accord? Donc tout ce que je vous ai présenté en tout début, donc la partie sécurité basée sur la réputation d'un domaine. Donc ça, c'est inclus dans le module DNS Security Essential. Ensuite, si on bascule sur la partie DNS Security Advantage, on retrouve la fonctionnalité de Selective Proxy. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un domaine qui a une réputation moyenne? On va pouvoir venir proxifier ce flux-là
éventuellement faire de l'inspection SSL si besoin, et on va ramener la notion d'antivirus avec AMP, l'inspection. Et ensuite, dans la partie SIG, Secure Web Gateway, il va être inclus la partie évidemment Cloud Firewall en Layer 3, Layer 4, et puis une partie éventuellement avancée sur la partie AMP. Et du coup, SIG Advantage sera présenté, arrivera en commercialisation d'ici le deuxième quarter de 2021 et permettra d'avoir du layer 7 au niveau firewall. Voilà, j'en ai terminé pour ce matin. Je vous remercie d'avoir assisté à ce WebEx. Je vous dis à bientôt.